Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le débrief du Grand Prix de Miami avec un petit peu de retard, mais en ce moment il y a le Tour d'Italie, donc c'est pas forcément facile pour faire toutes les vidéos avec la Vuelta féminine. Il y a également la préparation du Grand Prix de France de moto, donc voilà, il y a pas mal de contenu sur la chaîne. Donc on arrive avec un petit peu de retard ce mercredi avec le débrief du Grand Prix de Miami. Je vais vous donner mon avis sur la course, note du Grand Prix, bilan des Bleus, top flop comme d'habitude, les différents classements en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé de la course, de l'ambiance autour de cette course. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks pour soutenir la chaîne. Et puis, EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast. Et également TikTok avec le débrief rapide du côté du cyclisme. Il y a pas mal de contenu avec le Giro, il y aura certainement du contenu après le Grand Prix de France, également de MotoGP. On commence tout de suite avec ce Grand Prix du côté de Miami. Domination Red Bull, alerte, c'était une purgeasse ce Grand Prix, encore une fois, deuxième purgeasse d'affilée. Mais c'est plus inquiétant qu'à une époque en Formule 1. Parce que certains ont comparé, il y a eu d'autres périodes de domination d'une équipe. Je pense à la période McLaren en 87-88, les mecs dominent. Williams, 92-93, c'est aussi une période où l'équipe domine. Enfin, surtout 92-93 un peu moins. Mais 92, je rappelle que Nigel Mansell, pendant très longtemps, était le champion du monde le plus tôt dans une saison. Il avait été battu par Schumacher 2002, je crois me rappeler de tête. Il y a eu des périodes de domination en Formule 1, même Mercedes et Red Bull. Mais là, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'il y a une domination d'une équipe. Ça, on a déjà connu, on est d'accord là-dessus. Mais la hiérarchie sur chaque Grand Prix, alors elle est différente sur chaque Grand Prix. Là, par exemple, le McLaren était nulle part en Azerbaïdjan, ils étaient un peu plus dans le coup. Mais on s'aperçoit que les écarts entre les équipes sont assez importants sur chaque Grand Prix. C'est-à-dire que là, par exemple, Ferrari ne pouvait pas menacer Red Bull, mais Ferrari ne pouvait pas être menacé par Mercedes. Alonso ne pouvait pas être menacé par Ferrari, mais il ne pouvait pas être menacé également Red Bull. Alpine ne pouvait pas menacer Mercedes, mais il ne pouvait pas non plus être vraiment menacé par Haas ou par Alfa Romeo. McLaren, il ne pouvait pas menacer Alfa Romeo. Alfa Romeo, il ne pouvait pas menacer Haas. Il y a des écarts vraiment importants entre chaque équipe. Et ce qui fait qu'on a des grands prix en fait, qui ne sont pas très intéressants parce qu'on n'a même pas de bagarre en milieu de plateau. En 2002, il y avait un petit peu de bagarre derrière. Il y avait des bagarres entre certaines équipes pour aller chercher les points, notamment. À l'époque de McLaren aussi. Certes, les deux premières places étaient prises sur le podium, mais derrière, il y avait un petit peu de bagarre. 92-93 également. Il y avait un peu de bagarre et il y avait plusieurs équipes qui pouvaient aller chercher les podiums. Là, non. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que Alonso a quasiment été sur le podium de la moitié, les trois quarts des courses. Derrière, bon, vous avez les deux Red Bull. En grosso modo, ça joue soit entre Alonso, soit entre Leclerc et Sainz un petit peu. Mercedes, pour aller sur le podium, c'est quand même extrêmement compliqué pour le moment, même Russell. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment des différences entre chaque équipe. Alors là, il y a eu quelques pelotons qui se sont formés, mais il n'y a pas eu vraiment de dépassement. Heureusement même, j'ai envie de dire presque que Verstappen, il est parti 9e, parce que ça a presque donné l'illusion qu'il y avait un petit peu de bagarre. Parce que le problème, c'est que personne n'a défendu sur Verstappen, puisque tu ne peux pas défendre sur une voiture qui va 30 km/h plus vite que toi en ligne droite. Là, il y a aussi des raisons logiques. Parce que le DRS, on a encore vu ce week-end qu'il va falloir vraiment trouver une solution pour que les voitures puissent se suivre. On s'aperçoit que malgré le fait qu'on ait fait pas mal de changements au niveau de la réglementation, les F1 n'arrivent toujours pas à suivre. Alors vous allez me dire, c'est un problème lié aux monoplaces. Moi j'ai envie de vous dire que non. On voit très bien qu'en Formula I, en IndyCar, on a des dépassements. Donc on peut se suivre.
Le problème en Formule 1, c'est que ça fait depuis 15 ans, et quasiment, hein, je dirais que les dernières voitures qui pouvaient suivre, c'était presque 2009. Ça fait, oui, depuis 10 ans, bien 10 ans, que les F1 n'arrivent pas à suivre. Il y a aussi eu un souci avec les pneus ce week-end. Alors, c'était peut-être du resurfaçage, mais quand on voit un pneu dur qui a 40 tours, qui va plus vite qu'un pneu médium qui a 3 tours de course dans les pattes, c'est pas vraiment normal. Et on revient toujours au problème de Pirelli, c'est que Pirelli n'a jamais su faire une gamme de pneus où on voyait vraiment les différences entre les pneus. C'est-à-dire que ça fait depuis des années que chez Pirelli, il y a entre différents types. On peut se qualifier en médium, c'est pas normal, on ne devrait pas pouvoir se qualifier en médium. Et on le voit assez régulièrement, des pilotes utiliser les médiums en Q3, parce que c'est le pneu le plus rapide. Il y a toujours eu des problèmes de hiérarchie dans cette gamme de pneus qu'on n'avait pas avec Bridgestone. Bridgestone, le pneu dur et le pneu tendre, il y avait des vraies différences entre ces deux pneus-là. Là, chez Pirelli, il n'y a pas de vraie différence. Alors c'est peut-être aussi parce que, contrairement à l'année dernière, là, depuis le début de saison, on a utilisé 3 types de pneus qui suivent. Je crois, à part peut-être en Australie, je ne sais plus en Australie c'était quel type de pneu. Mais on a fait ça sur la plupart des Grands Prix. Or, il faudrait beaucoup plus utiliser des pneus différents. Mais le problème, c'est que le pneu le plus dur, sur la plupart des pistes, tu ne serais pas obligé de t'arrêter. Et le pneu plus tendre, sur la plupart des pistes, il y aurait 2 tours et demi, 3 tours. Et il ne serait pas plus performant que le pneu médium. Donc on arrive toujours à ce problème-là de hiérarchie de pneus, et c'est un peu un problème. Bon, sur l'ambiance durant ce Grand Prix, pas de surprise, c'était la F1 carton-pâte. C'est-à-dire avec la fausse Marina, c'est une sorte de faux Monaco Miami. Moi, c'est tout ce qui m'énerve. Je vous avais dit lors de la présentation, ce qui m'énerve, c'est que les pilotes de Formule 1 sont pas les stars du Grand Prix. Les stars du Grand Prix, c'était LL Cool J, c'était will.i.am, c'était Roger Federer, c'était pas les pilotes de Formule 1. Je sais pas si vous avez vu cette séquence quand même qui est assez extraordinaire avec Jackie Stewart qui se fait rembarrer par les agents de sécurité pour aller voir Federer. C'est pas très sérieux et c'est pas la première fois que ça arrive, hein, que des anciens pilotes comme ça se font rembarrer ou des journalistes se font rembarrer aussi par les agents de sécu de la FIA. Je sais pas, mais un minimum de formation avant un Grand Prix pour dire que... Surtout qu'il n'y avait pas 150 anciens pilotes de Formule 1 qui étaient présents sur le week-end. Jackie Stewart, bon, quand même, 3 fois champion du monde, on parle pas d'un branquignol. Il n'y avait même pas Nico Rosberg, par exemple. C'est un vrai problème aujourd'hui. La F1 est en train de s'éloigner de ses fans les plus anciens pour tenter d'attirer des nouveaux fans qui, je pense, ne resteront pas. Parce que nous, on va rester, même si la F1 est chiante, même si la F1 est pas très spectaculaire. Les mecs qui ont regardé Drive to Survive, s'ils se tapent 3 purjas, 4 purjas dans l'année, ils vont arrêter de regarder la Formule 1. Hein. Comme il y a 10 ans, où personne ne regardait la Formule 1. Donc voilà, je pense que c'est un peu un problème. Et on oublie l'histoire de la Formule 1. Et ça, bon, c'est comme dans d'autres sports. Hein. Je pense que les nouveaux fans du PSG qui connaissent pas certaines stars du PSG des années 80-90, qui savent pas qui est Luis Fernandez, par exemple. C'est pareil à Lyon, où bientôt les nouveaux fans de Lyon se souviendront pas qu'il y a eu... Enfin, même les fans actuels de Lyon se souviennent pas qu'il y a eu une histoire où Lyon ne gagnait pas des titres chaque année. C'était extraordinaire. Avant 2001, ils gagnaient pas des titres chaque année, Lyon, en foot. Ou en rugby, je sais pas, avec d'autres clubs où on oublie l'histoire de ces institutions. Et bien là, c'est un peu le cas du côté de la Formule 1. On est en train d'oublier l'histoire autour de la Formule 1. Non, la Formule 1 n'a pas commencé en 2009 avec Sebastian Vettel et Jenson Button. La Formule 1, ça existe depuis 1950. Et un Jackie Stewart, c'est un mec qui a été 3 fois champion du monde, qui pendant longtemps a été le mec qui avait le plus de titres avec Juan Manuel Fangio. Je pense que ça mérite un petit peu de respect pour Jackie Stewart, qui en plus après a eu quand même une équipe de Formule 1. Il faut quand même se souvenir, et il a fait beaucoup de choses également au tout début pour la sécurité en Formule 1. Si les commissaires si on a commencé à former les commissaires, à former un petit peu sur la sécurité des Grands Prix, notamment sur les circuits, c'est grâce à Jackie Stewart. Il faut aussi rappeler des choses qui sont assez importantes. On passe à la note du GP, j'ai mis 7 sur 20. J'ai mis 7 sur 20, je rappelle qu'en Azerbaïdjan j'avais mis 3. Pourquoi j'ai mis une meilleure note? Pour la Q3. Voilà, pour le spectacle en Q3 où oui, il y a eu des petites surprises de voir Perez Alonso en première ligne.
Mais de voir Magnussen en 4e place sur la grille de départ, bon, après, ça vaut pas beaucoup plus que l'Azerbaïdjan. Et je trouve qu'en plus, le circuit est plus inintéressant que Bakou. Bakou, je trouve qu'il y a un peu de variété quand même. Le circuit me semble un peu plus intéressant. Là, Miami, les lignes droites, elles sont vraiment toutes droites. La section technique, elle est moins technique qu'à Bakou. Tu peux moins faire d'accidents qu'à Bakou, tu peux moins faire d'erreurs qu'à Bakou. On voit que ce week-end, il y a eu assez peu d'erreurs au final. Malgré une piste qui était très compliquée, qui était très verte, qui était avec une piste qui venait d'être surfacée il n'y a pas très longtemps, on a eu beaucoup moins d'erreurs qu'à Bakou, simplement parce que le circuit est moins difficile, et moins technique et moins intéressant. Pas beaucoup d'ambiance, je trouve, aux abords de la piste, ou parfois une ambiance malsaine. On a vu des extraits de trucs assez inadmissibles sur les bords de la Formule 1. Moi, je trouve par exemple que, j'avais dit en présentation, Liberty Media joue beaucoup sur ce week-end-là et sur le week-end de Las Vegas, sur leur nouvelle vision de la Formule 1. Je trouve que ce week-end, c'est pas réussi pour Liberty Media. Les places, il y avait des places vides dans les tribunes, contrairement à ce que disait Julien Frébro dans les commentaires. Moi, j'ai vu des gradins qui n'étaient pas complètement remplis. Pour un Grand Prix de Formule 1, ça s'est su assez vite, hein, avec des places qui étaient bradées. Malgré le fait qu'on ait bradé les places à 50%, les places n'étaient pas remplies. Un Jack Daniels à 500 balles, à 500 $, une salade de fruits, je crois. La salade de fruits était à 325 $. Voilà. L'eau est à 25 $. Voilà. Donc, ça, c'est assez exceptionnel. Il y avait un rosé. Je crois que j'ai regardé les prix de la carte. Le rosé était à 1200 $. Donc c'est la F1 pour les influenceurs, pour les richoux, mais c'est la F1 qui se désintéresse de son public ancestral, qui n'est pas toujours un public très fortuné, qui n'est pas un public qui peut s'acheter une Ferrari, mais qui est un public qui est fan de sport mécanique et d'automobile. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de ce nouveau public qui essaye d'attirer Liberty Media et Stefano Domenicali. Le seul truc intéressant, presque, ça a été la présentation des pilotes. Alors oui, cette présentation des pilotes, elle a des défauts. Elle était peut-être plus réussie à Austin. Mais je trouve que prendre El Koulji pour faire la présentation des pilotes, c'était une bonne idée. Même si j'aurais aimé qu'on le mette moins en guest star de manière aussi incroyable. Mais je trouve que c'était pas une mauvaise idée, cette présentation-là. Le seul souci, c'est qu'elle arrive trop proche du départ du Grand Prix, et surtout que c'était un peu long quand même, et que ça manquait d'ambiance. C'est-à-dire cruellement, il y a des pilotes où on n'entendait pas l'ambiance des gradins, on n'entendait pas l'ambiance dans les tribunes. Alors soit c'est parce que c'était pas fait au bon endroit de la piste, parce que c'était un peu trop loin des tribunes, mais on n'entendait pas d'ambiance dans les tribunes à ce moment-là. Mais je trouve que ça, c'était pas une mauvaise idée. Ça aurait peut-être valu un peu plus de personnalisation par pilote, peut-être avec, comme faire au catch, avec une musique personnalisé pour chacun des pilotes, voilà, avec un truc un peu différent. Et puis, il y a aussi un truc qui m'a perturbé, il y a un problème de logique avec cette présentation. La présentation des pilotes, normalement, quand la présentation au catch, par exemple, ou en boxe, on n'a pas vu les mecs avant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait leur échauffement avant, devant les téléspectateurs, devant les spectateurs. Or là, en Formule 1, les mecs, ils étaient présentés, alors qu'on les avait vus sur l'après-grille, on les avait vus quitter leur bagnole. Donc il y avait un truc qui n'était pas logique. Aux 500 bases d'Indianapolis, quand on présente les pilotes, on ne les a pas vus de la journée. Donc si on fait cette présentation des pilotes-là, il faudrait que ça soit sans qu'on les ait vus auparavant faire une ribambelle de choses la matinée, où ils font une parade de pilotes, où ils font plein de choses. Parce que si tu les vois déjà dans la journée, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant. Et puis même, on peut se dire, bon d'accord, la présentation, la parade des pilotes, c'est pas la même session. Là, on parle de la session du Grand Prix. Oui, mais ça veut dire qu'ils ont déjà fait les tours de reconnaissance. Donc les spectateurs les ont déjà vus lors du tour de reconnaissance. Donc, je trouve qu'il y a un problème de logique avec cette présentation des pilotes. Mais je trouve que s'il y avait un truc à retenir de ce week-end, c'était peut-être le seul truc à retenir de ce week-end, c'est cette présentation des pilotes. On commence tout de suite avec le bilan des Bleus. Bilan des Bleus. Je commence avec Pierre Gasly. Week-end intéressant pour Pierre, bonne qualif où il fait 5e, alors il profite également de l'interruption de qualification avec le crash de Leclerc. Mais c'était vraiment une belle qualif pour Pierre, surtout que si on compare, il n'est pas très loin de Magnussen,
Il est quand même devant Russell. Donc ça, c'est une bonne qualif pour Pierre Gasly. Après, en course, on voit que du côté de chez Alpine, on n'a pas encore le rythme pour aller chercher les pilotes de devant. Très clairement, on est encore limité en termes de rythme. Ça manque de performance. Bon, c'est le souci. C'est-à-dire qu'on voit qu'en course, en début de course, il arrive un peu à se mêler à la lutte avec les pilotes de devant. Et puis, sur le deuxième run, il a beaucoup moins de rythme. Et ça devient beaucoup plus compliqué pour lui en fin de course, où il est doublé par Hamilton, par Leclerc assez facilement, il faut le dire. Et qu'il finit quand même à 15 secondes quasiment de Carlos Sainz. Si on compare avec Russell, il finit à 22 secondes de Russell. Donc ça fait un peu beaucoup pour Pierre Gasly. Et au final, il finit pas largement devant Esteban Ocon non plus. Donc on voit que sur le rythme de course, vraiment Pierre, sur les longs runs, il y a un gros travail à faire encore sur cette Alpine pour lui. Moi, je trouve quand même qu'il y a un truc qui a été assez exceptionnel ce week-end. C'est le patron d'Alpine qui est intervenu en disant... va falloir améliorer les choses, sinon ça va être compliqué, qu'à pousser une gueulante en public. Moi je suis pas toujours fan de ça, on va dire dans l'idée, parce que il y a certaines choses qui devraient être un petit peu plus en retrait, voilà, qu'on doit faire en interne. Mais Laurent Rossi, vu comment il a gueulé en public, très clairement il y a des têtes qui vont tomber. Il y a des choses qui lui ont pas plu. Grosso modo, il dit que vu les moyens qui sont entrepris par Alpine, on attend des meilleurs résultats. L'objectif cette année, c'était quand même plutôt de se battre pour le podium. Or, on a presque des résultats en retrait par rapport à l'année dernière. Mais il a fait une attaque assez sanguine. Laurent Rossi. Alors, c'est peut-être parce qu'il est corse. Je viens de voir, je suis sur sa page Wikipédia. Il est corse de base. Ouais. C'est un mec qui vient pas du tout. Alors c'est assez marrant parce qu'il a travaillé chez Google, notamment dans sa carrière, chez Boston Consulting Group. Il a commencé chez Renault et ensuite il s'est retrouvé un moment chez Google. C'est pour ça que les GPS de chez Renault, ils sont gérés par Google maintenant, sur les voitures électriques. Mais avec Alpine, j'ai l'impression quand même que Laurent Rossi, c'est un peu comme Jean-Michel Aulas en football. C'est les patrons qui veulent avoir un peu trop de place dans l'équipe de Formule 1, dans l'aspect sportif. Laurent Rossi, c'est pas la première fois qu'il fait ça, et c'est même un peu pour cette raison que Habit Bull il s'était barré, parce que Habit Bull il n'avait pas aimé ses premiers rendez-vous avec Laurent Rossi et ça se passait pas du tout très bien. Habit Bull il voulait la pleine clé de l'équipe et grosso modo Laurent Rossi il voulait regarder au-dessus de son épaule. Habit Bull il a au bout d'un mois il a arrêté et maintenant il est chez Hyundai en rallye. Alors que je pense qu'avec Habit Bull, il y avait vraiment une vraie gestion qui commençait à porter ses fruits, ou commençait à avoir des podiums quand même du côté de chez Alpine. Ça commençait à être pas mal du côté d'Habit Bull. Et là, il y a quand même pas mal de turnover depuis quelques temps dans l'équipe de Formule 1. Et ça se passe pas si bien. Et je suis pas sûr que ce soit la bonne idée, Laurent Rossi, d'avoir gueulé en public, parce qu'on sait qu'Enstone, c'est pas simple à gérer, Enstone. Et les Anglais, ils aiment pas trop les Français, à pas se mentir. Et il va pas falloir se mettre à dos Enstone du côté d'Alpine, parce que ça pourrait être la pire idée du siècle. Là, j'ai peur que son coup de colère, ça lui ait mis un petit peu Enstone à dos. Bon, on poursuit après avec Esteban Ocon. Qualif qui a été un peu compliqué pour Esteban. Un peu plus compliqué, je dirais, que Pierre. Il y avait une chouille moins de rythme. Il n'a pas réussi à hausser le ton, à hausser son niveau entre la Q3 et la Q2. Il a un peu régressé en chrono, alors que Pierre a été plutôt intéressant entre Q2 et Q3. Les chronos sont assez proches. Donc Esteban Ocon, c'était un peu plus compliqué sur son temps de Q3. Après, en course, il avait un très bon rythme. Encore une stratégie osée, on va dire, de la part d'Esteban Ocon, mais qui a bien marché cette fois-ci, contrairement à l'Azerbaïdjan. Et il finit avec un très bon rythme de course, où il était vraiment à deux doigts de revenir sur Pierre Gasly. Donc bon rythme de course pour Esteban, rythme de qualif un peu plus compliqué
Mais c'est un peu le résumé de ces deux pilotes. Pierre Gasly, il a toujours eu un très bon rythme de qualif, un rythme de course peut-être en dessous, alors qu'Esteban Ocon, ça a toujours été plutôt l'inverse, avec un bon rythme de course et un rythme de qualif, ce qui a toujours été un petit peu en dessous. Chez Force India, c'était le cas. Perez avait un meilleur rythme en qualif, souvent qu'Esteban Ocon. Voilà, c'est la particularité de ces deux pilotes-là, et on la retrouve en course. Mais encore une fois, du côté de chez Alpine, on n'avait pas la possibilité de se battre avec les voitures de devant. Vraiment, il y a un écart avec les voitures de devant qu'il va falloir tenter de résoudre et de combler, mais on verra si c'est le cas avec les évolutions que l'on va apporter sur la voiture. Les premières évolutions, le premier package en Azerbaïdjan, ça n'a pas été une grande réussite, donc on espère qu'à Imola, notamment, ça se passe un peu mieux du côté des deux voitures du package d'amélioration. On regarde tout de suite les coureurs au top. Les pilotes au top, je commence avec le pilote néerlandais Max Verstappen. Je vais faire assez vite sur Verstappen parce que quand c'est bien, ça veut dire que je n'ai pas grand chose à dire. Bon, même en partant 9e des qualifs, il arrive à gagner, même s'il était parti 15e sur la grille de départ, je pense qu'il se serait imposé. Il était vraiment au-dessus ce week-end. Quand vous voyez le rythme qu'il avait avec les pneus durs, il collait 7 dixièmes à Perez. Alors certes, il y a un souci avec les pneus, mais quand même, bon... c'est dire le rythme qu'il avait, il était vraiment tranquille. Je pense qu'il aurait pu faire la course sans s'arrêter au stand, vraiment. Et il était au-dessus du lot. Il était au-dessus du lot, c'est-à-dire qu'il était intouchable. Voilà, Verstappen. Donc il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre que d'observer, que de voir qu'en termes de pilotage, c'était calme. Bon, il a toujours son problème avec les rétrogradages, avec les passages de vitesse. Ça, c'est un truc auquel il se plaint depuis quasiment le début de l'ère Honda. Il s'est toujours plaint des passages de vitesse. Depuis le début de l'ère Honda, même quand il a été champion du monde, c'est toujours un truc auquel il se plaint. Alors il se plaint moins maintenant qu'à une autre époque, mais c'est vrai que depuis le début de saison, ça a un peu revenu. C'est ce problème de boîte de vitesse un peu trop brutale, de rétrogradage ou de passage de vitesse un peu trop brutal au niveau de la voiture. Mais bon, très clairement, il n'a jamais été embêté pendant le week-end. Voilà, il a sur certains circuits, il est vraiment au-dessus et Perez ne peut pas rivaliser. Quand Perez il est au top, oui, il est capable de rivaliser avec Verstappen, mais il y a certains circuits où Verstappen est au-dessus et Perez ne peut pas rivaliser. Miami fait partie de ces circuits parce que c'est un circuit en ville, mais où vous avez pas mal de place quand même à beaucoup d'endroits du circuit. Il n'y a que dans la zone un peu technique où vous n'avez pas beaucoup de place, mais c'est pas Bakou non plus où c'est assez resserré au niveau des murs. Et c'est un circuit où il arrive très bien à gérer sa voiture, à gérer la dégradation des pneus. Il avait très peu de dégradation de pneus, Verstappen, donc c'était vraiment un Grand Prix idéal pour lui. Donc voilà, domination, il reprend un petit peu de marge en tête du championnat du monde pilote, ce qui n'aurait pas été le cas si Perez avait gagné. Donc il perd pas la tête du championnat du monde, il reprend un petit peu de marge, il domine un petit peu son équipier, qui va peut-être avoir du mal à dormir avant d'aller à Imola. Donc c'est plutôt un week-end parfait pour Verstappen, parce que même en se ratant en qualif, il est au-dessus. Donc c'est inquiétant pour le titre de champion du monde. On poursuit avec Fernando Alonso. Alors, Fernando Alonso, je le mets en top, mais j'aurais pu le mettre en flop, parce que... Bon, comme je dis à chaque fois, je pense que Fernando Alonso, ça sera comme Nelson Piquet sur la fin de sa carrière. C'est-à-dire que j'ai peur que c'est un mec qui devienne papy gâteau, qui devienne vraiment un mec pas vraiment top à fréquenter et qu'on le voit plus sur les circuits de Formule 1 peut-être à un moment parce qu'il aura raconté trop de conneries. À quoi ça sert de remettre une couche sur Esteban Ocon par rapport à Stroll ? Je ne vois pas l'intérêt. En plus, tu sais que Stroll et Ocon sont potes. Donc ça n'a aucun intérêt. Enfin voilà, de les mettre en opposition, en concurrence, de recracher son venin sur Renault. Bon, c'est déjà ce qu'il avait fait avec McLaren pendant très longtemps. Je vois vraiment pas l'intérêt. Voilà. Ça ne sert absolument pas Fernando Alonso. Ça le dessert énormément en termes d'image, je trouve. Et ça n'apporte rien. Voilà. On a compris quand même depuis très longtemps que oui, son passage chez Renault, ça s'est mal passé.
n'est pas obligé de le redire. Hein. Je crois qu'on a tous compris que ce deuxième passage chez Renault, il n'était pas content, il n'était pas satisfait de tout. Bon, voilà, je crois qu'on a compris. On a compris déjà l'année dernière on avait compris ça. Donc, c'était pas la peine de le redire. C'est pas la peine de refaire ces propos-là. Mais en même temps, c'est là la force d'Alonso, ce qui était aussi la force de Nelson Piquet, c'est qu'à la fois, bon, le personnage est de plus en plus détestable, du côté d'Alonso, je dirais, mais en même temps, au volant, il se bonifie presque avec le temps. Alors, sur la fin, Nelson Piquet, c'était quand même compliqué, sur la dernière année, notamment face à Schumacher. Mais là, oui, il a vraiment des super résultats. C'est le pilote le plus régulier depuis le début de saison. C'est le seul qui arrive à concurrencer de loin, hein, mais Red Bull. Après, sur ce week-end-là de course, on a vu encore que chez Aston Martin, ils ont des petits soucis de vitesse de pointe. C'est une voiture qui n'a pas un DRS qui fonctionne aussi bien que dans d'autres équipes, notamment chez Red Bull, mais pas que. Et c'est vrai qu'en vitesse de pointe, il avait un peu de mal, mais en termes de rythme de course, il arrive très bien à gérer ses pneus, il arrive très bien à ce que la voiture fonctionne correctement avec les pneus, et il a un rythme qui est juste fantastique en fin de relais à chaque fois, et il arrive à faire des relais très longs, aussi Fernando Alonso, donc vraiment il est en osmose avec sa voiture. Voilà, il s'en sort très bien. Encore une fois, on verra si sur la deuxième partie de saison chez Aston Martin, on arrivera à ce que les évolutions fonctionnent aussi bien. Ils veulent faire beaucoup d'évolutions. Il faut que toutes les évolutions fonctionnent, donc on verra si ça sera le cas sur la deuxième partie de saison. Mais c'est vrai que pour le moment, Aston Martin, l'objectif c'était plutôt de jouer la 4e place du championnat du monde des constructeurs. La 3e place est totalement accessible. Hein. Ça va être intéressant de voir cette 3e place face à Mercedes, face à Ferrari. Il y a vraiment une possibilité de faire un bon classement. Et ils seront 4e du championnat du monde minimum, ça c'est clair et net, mais ils peuvent même voir mieux. Surtout si Stroll arrive à récupérer des points. Là aujourd'hui ça a été compliqué à Miami. Après les circuits en ville, c'est pas forcément son dada. Hein. Alain Stroll, à part Bakou, les autres circuits en ville, il n'a jamais eu des très grands résultats. Donc ça peut bien se passer pour Alonso, mais quand vous regardez, il a marqué 4 fois sur le podium en 5 courses. L'autre course, il finit 4e du Grand Prix long et 6e du sprint, donc c'est plutôt excellent ce qu'arrive à faire Fernando Alonso depuis le début de saison. Mais encore une fois, ses propos ne servent à rien. Russell, Monsieur Régularité, Russell. Hein. On le dit un petit peu toujours, mais voilà, c'est un pilote qui est super régulier, c'est ce qui fait sa force. Le seul, à part en Australie, où il abandonne et qu'Hamilton prend la 2e place, sinon il a été régulier aussi. Après, on voit que la Mercedes, elle n'est pas très performante, mais ce week-end, il a quand même dominé Hamilton pendant tout le week-end. Autant Hamilton, il était perdu dans ses réglages, il était perdu avec son adhérence du train avant, vraiment il n'était pas à l'aise avec sa voiture. Il finit 6e Hamilton, mais alors le début de course il est catastrophique. Autant Russell, lui il arrive vraiment à faire du très bon rythme, à faire du très bon travail. Faut vraiment Mercedes se méfie, parce que si d'autres équipes veulent un pilote fiable pour encore progresser dans la hiérarchie, je pense que Russell est vraiment le pilote qui peut être champion du monde dans les années à venir. Il a vraiment toutes les qualités pour être champion du monde. Il n'a pas beaucoup de défauts quand même, Russell. Peut-être de temps en temps un pilotage un peu trop agressif, et encore. C'est important aussi d'être un minimum agressif pour gagner en Formule 1. Pour moi, c'est le pilote qui peut être champion du monde. Maintenant, pour être champion du monde, il faut être très bon en termes de pilotage, mais il faut aussi avoir la bonne voiture. Pour le moment, chez Mercedes, ça se passe pas très bien. C'est peut-être ça le défaut qu'il a, c'est la mise au point d'une voiture. Parce que c'est vrai que pour le moment, ça fait 2 ans que chez Mercedes, on tâtonne un petit peu. Mais bon, chez Williams, il avait bien fait progresser la voiture. Il sait aussi mettre peut-être au point de voiture. C'est peut-être plutôt Mercedes qui, au niveau de l'ingénierie, se plante lamentablement depuis 2 ans. Parce qu'ils ont perdu également beaucoup de monde, qui sont partis chez Aston, chez Red Bull, chez Ferrari, du côté de Merco. Moi, la question que je me pose avec Russell, c'est qu'un jour,
excusez-moi, petit Bayounou, c'est qu'un jour, je pense que s'il y a un appel du pied de Ferrari ou s'il y a un appel du pied de Red Bull, bon, il va peut-être partir de Mercedes. Voilà, Ferrari, si à un moment ils en ont marre de Charles Leclerc ou de Sainz, je pense que Russell devrait être l'objectif numéro 1. Voilà, mais bon, après, faut voir comment ça peut se passer de ce côté-là, mais c'est vrai que non, Russell, il fait encore un week-end solide, c'est encore un week-end très intéressant. Puis je termine avec Magnussen. Il arrête enfin l'hémorragie par rapport à Hülkenberg ce week-end, parce que c'est vrai que Hülkenberg a quand même dominé Magnussen sur cette première partie de saison. On a entendu Günther Steiner qui lui a mis un petit coup de pression, comme aime bien le faire Günther Steiner. C'est vrai qu'au niveau gestion d'équipe, au niveau management, je pense qu'il a dû rater des cours. Günther Steiner, mais bon, c'est pas la première fois, Magnussen le sait, il lui mettait déjà la pression à l'époque avec Romain Grosjean aussi, donc c'est pas nouveau du côté de Magnussen, mais c'est vrai que le début de saison était compliqué avec un Nico Hülkenberg qui était plus performant que Magnussen, alors que Hülkenberg, moins d'expérience dans la voiture, il connaît pas encore entièrement l'équipe, alors que Magnussen, ça fait depuis très longtemps qu'il est dans cette équipe As. Donc c'était pas forcément évident pour Magnussen, quand tu es le chef de l'équipe et que tu te fais dominer par le petit nouveau qui arrive. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Mick Schumacher l'année dernière. Ça fait un petit peu mal au moral et c'est pas toujours facile de s'en remettre et des fois on plonge complètement. Et là, ce week-end où il fait 4e place en qualif, vraiment très bien en qualification, ou en course, même si parfois il a fait des bagarres un petit peu inutiles, c'est vrai qu'il a énormément défendu sur Charles Leclerc, ça lui a fait un petit peu taper dans ses pneus, mais au moins il a retrouvé de la confiance en termes de pilotage et il arrête surtout l'hémorragie en termes de résultats. Où Hülkenberg était devant. Il a réussi à dominer Hülkenberg sur un Grand Prix. Hülkenberg était plus en difficulté ce week-end. Bon, Miami, il connaissait pas non plus, donc c'est vrai que c'était presque un pilote débutant. Et donc, chapeau, monsieur Magnussen, voilà, bon week-end. Dommage, voilà, qu'il ait un peu trop défendu sur Leclerc, parce que ça lui aurait peut-être permis de dépasser une Alpine en fin de course, d'être devant une Alpine sur le classement à l'arrivée, ce qui n'a pas été le cas. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec McLaren. Moi qui me disais, McLaren ça va un peu mieux, on a vu en Azerbaïdjan, ils ont retrouvé un petit peu du rythme, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Là ça a été une catastrophe ce week-end, pas de rythme. Alors pas de rythme, et puis ils n'ont jamais fait illusion, c'est-à-dire de tout le week-end. Alors, des fois, tu arrives à sortir un chrono en essai libre ou tu as un bon rythme en essai libre 2 sur le rythme de course. Non, là il n'y avait rien quasiment de tout le week-end. Je crois pas en essai. Il y a une séance d'essai où il est dans le top 10, je crois, Norris, de tête. Oui, c'est la deuxième séance où il est 6e. Mais sinon, pendant tout le week-end, ça a été catastrophique pour McLaren. Pas de rythme, pas de solution. La voiture marche pas. Et voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est la difficulté chez McLaren. Et Lando Norris, il subit ça quand même, parce que Lando Norris, quand on compare avec Russell, il était presque considéré comme meilleur que Russell quand il arrive chez McLaren. C'est même pour ça que McLaren, ils avaient hésité entre les deux un petit peu McLaren, mais ils avaient pris Lando Norris parce qu'ils pensaient que George Russell, peut-être pas assez rapide, plus rapide, plus de vitesse pure chez Lando Norris. Sauf que aujourd'hui Lando Norris, il s'en sort pas avec cette McLaren Mercedes. Ça veut dire que pour un statut de pilote numéro 1, on se dit de plus en plus, est-ce qu'il est capable de mettre au point une voiture pour un constructeur? C'est pas sûr. Donc ça nuit à ta carrière quand ça arrive depuis quelques temps. Et puis, en plus, il largue pas non plus son équipier. C'est-à-dire qu'en qualif, en Q1, Norris il fait 1,28 394, Piastri il fait 1,28 484. Il y a moins d'un dixième entre les deux. Piastri, c'est son 5e Grand Prix sur une piste qu'il ne connaissait pas. Et en course,
Piastri a eu un peu plus de mal. Il finit à 19e, mais bon, il n'y a qu'une place d'écart. Hein. Il n'y a que Nick De Vries qui s'intercale entre les deux. Et Lando Norris est quasiment à un tour, hein, parce qu'il est à 87 secondes. Donc ça fait 1 minute 27. Le temps au tour était aux alentours d'une 29. Donc ça a été compliqué pour Lando Norris sur ce week-end et pour McLaren qui n'a pas de rythme, hein, tout simplement. Pour le moment, et autant je m'étais dit bon bah c'est comme l'année dernière, mais ils vont monter en puissance au fur et à mesure de l'année, autant bah la voiture est toujours aussi pointue à piloter, et en plus vraiment maintenant elle a plus de rythme. Peut-être aussi que désormais le fait d'avoir un moteur Mercedes est un désavantage pour ces petites équipes là par rapport au moteur Ferrari, et que McLaren regrette peut-être d'avoir payé très cher le fait de rejoindre Mercedes, alors que chez Renault il y avait plutôt pas une mauvaise relation quand ils étaient avec le moteur Renault, et ils avaient plutôt des pas mauvais résultats. Moi j'avais dit que c'était peut-être pas forcément le choix de l'année de rejoindre Mercedes. Bon, bah ça se confirme peut-être 3 ans plus tard. Ça a peut-être mis du temps à se confirmer, mais bon voilà, je pense qu'ils sont obligés d'avoir tout le train arrière de la Mercedes, ce qui est un problème pour Aston Martin, et encore plus un problème, je pense, pour McLaren. Et la seule équipe qui se retrouve en avantage avec ça, c'est presque Williams, qui n'a pas besoin de travailler énormément sur le train arrière et qui peut se concentrer sur d'autres pièces de la voiture, parce qu'ils sont tellement en retard, Williams, en termes de niveau technique, qu'au moins ils ont des pièces qui tiennent un peu plus la route que le reste aéro de la voiture. On poursuit avec Logan Sargent. Compliqué hein, ce week-end, mais bon, c'est un circuit qu'il ne connaissait pas. La pression d'être à domicile a peut-être été difficile à gérer. Mais c'est vrai que bon, si on compare avec Alexander Albon, bah, ça fait plus de 3 dixièmes et demi en qualif en Q1. En EL3, Logan Sargent il fait une 29,2 quand Albon fait une 28,5, donc 7 dixièmes. En essai libre 2, Logan Sargent fait une 30,038 quand Albon fait une 29,046, donc une seconde d'écart. Et en EL1, Logan Sargent était en 1,32,6 quand Albon était en 1,31,9, donc il y avait 7 dixièmes d'écart de nouveau. On voit qu'il a du mal pour le moment en termes de rythme. Bon, après, c'est un pilote qui est jeune, c'est un pilote qui a peu d'expérience également, encore une fois, en sport mécanique. Là, la pression a peut-être joué, le fait de ne pas connaître la piste a été difficile à gérer pour lui. Mais ça veut dire qu'il devra se montrer en Émilie-Romagne, parce que là, il connaît la piste du côté d'Imola, du côté de Monaco aussi, hein, c'est des pistes sur lesquelles il a été en formule de promotion, et il devra vraiment montrer ce qu'il sait faire, parce que oui, il peut être très vite se retrouver en difficulté, être considéré comme un pilote pas très bon, et ça peut être vraiment difficile pour lui. C'est quand même un pilote qui a eu du mal à accéder à la Formule 1. Déjà même à la Formule 2, c'est un pilote qui a enchaîné les saisons en Formule 3 parce qu'il n'avait pas forcément le budget. Il a commencé en F3 sa première saison en championnat du monde F3, c'était avec Prema, pardon, où il avait fini troisième et derrière les deux autres loustiques de son équipe. L'année d'après, il trouve une place que chez Charouz, ce qui avait été un petit peu une surprise, mais il n'y a que Charouz qui l'avait recruté, où là il finit seulement 7ème du championnat, mais avec une équipe qui n'était pas très performante, et il arrive quand même à obtenir des résultats avec Charouz, donc ça lui avait permis de rejoindre la F2 avec Carlin l'année d'après. Il finit 4ème, ce qui est un très bon résultat, mais bon, des fois on oublie vite les bons résultats, surtout qu'il n'a jamais remporté de titre dans sa carrière. Son meilleur résultat, c'est 2ème du championnat de Formula 4 des Émirats Arabes Unis. Mais c'est un pilote qui était très fort en karting dans ses premières années, mais il avait l'avantage d'avoir un petit peu de moyens grâce à son équipe. Oui, il faudrait progresser. Parce que quand on voit les résultats, c'est vrai que c'est pas toujours top en termes de résultats. Même en Formule Renault Eurocup, il avait pris que les 4e places avec Air Ace GP. Or, c'est quand même une équipe qui est très performante dans ce championnat-là. Donc, ouais, il va falloir montrer des choses quand même sur les circuits européens, sur les circuits qu'il connaît, parce que pour le moment, il y a eu du bon,
Il y a eu surtout du moins bon du côté de Logan Sargent. Bon, l'avantage c'est que pour le moment il n'est pas dernier du championnat du monde parce qu'il y a Nick De Vries qui est derrière et qu'au niveau de l'ordre alphabétique, eh bien Nick De Vries c'est derrière que Sargent parce qu'on compte le V et pas le 2. Je termine avec Charles Leclerc. Trop d'erreurs sur le week-end pour Charles. Tu peux pas faire autant d'erreurs sur un seul week-end de course. Voilà, et puis ça relance encore le débat de est-ce que Charles Leclerc est un pilote qui peut vraiment être champion du monde. Parce que c'est vrai que c'est sa 6e saison en Formule 1, Charles Leclerc. Il fait toujours des erreurs un peu bébêtes. Verstappen, au bout de 6 saisons, il les faisait plus. Pareil pour Hamilton. Hamilton, il était chez Mercedes en 2013. Après 6 saisons. Et il faisait une saison très solide avec une voiture qui n'était pas bonne à l'époque. Il y a beaucoup d'erreurs bêtes de la part de Charles Leclerc. Là, ce week-end, ce sont des erreurs bêtes. Tu ne peux pas faire 2 fois la même erreur au même virage. C'est des erreurs qui coûtent cher. Et puis en plus, en course, il n'avait pas de rythme. Alors là, c'est aussi le problème du fait qu'en Formule 1, on n'a plus de warm-up. C'est que quand on reconstruit une grande partie d'une voiture, notamment la boîte de vitesse, même si ce sont les mêmes pièces de base, il peut y avoir quand même des petites évolutions, des petits changements, et puis la voiture a parfois peut-être un petit défaut après coup, une petite déformation du châssis après le choc. Et comme on ne peut pas faire un quart d'heure de warm-up aujourd'hui en Formule 1 parce que le warm-up c'était considéré comme « Oh, c'est pas intéressant pour les fans ». Oui, mais c'est peut-être intéressant pour les équipes dans ce genre de cas. Un pilote comme Charles Leclerc, il a fait 2 tours de mise en grille où tu les fais pas haute vitesse, donc ça permet pas de savoir vraiment comment la voiture se comporte. Après, derrière, il se retrouve en Grand Prix. La voiture se comportait pas très bien, il avait du mal à avoir du rythme. Donc c'était très compliqué pour Charles Leclerc. Il a mis quand même, 15 tours à doubler une As. C'était vraiment terrible pour Leclerc pendant tout le week-end. Le seul truc où il peut être satisfait, c'est qu'il n'a pas eu de soucis au niveau arrêt au stand, ce qui arrive chez Ferrari, alors que Carlos Sainz, lui, n'a pas eu de soucis au niveau de l'arrêt au stand. Et il s'est un peu trop emballé au niveau du freinage, et là aussi c'est une erreur bébête du côté de Carlos Sainz. Pour gagner 2 francs 6 sous, il a perdu 5 secondes, ce qui est quand même pas l'idée du siècle là aussi, mais bon. Ouais, pour Charles Leclerc, week-end qui a été compliqué et surtout trop d'erreurs. Il faut vraiment qu'il arrive à corriger ça. Alors oui, il est très juste après dans ses propos. C'est quand même un pilote qui est souvent très sévère avec lui-même. Il est peut-être même trop sévère avec lui-même. Alors c'est bien d'être sévère, d'être, on va dire, d'avoir un regard un peu extérieur, de savoir réaliser, on va dire, qu'on a fait des erreurs, ce genre de choses, mais au bout d'un moment, il faut aussi trouver des solutions. Et c'est là où, du côté de Charles Leclerc, il n'arrive pas à trouver de solution au niveau de ça, et je trouve que c'est un vrai problème aujourd'hui, parce que moi, si je suis Mercedes ou Red Bull ou Aston Martin, George Russell ou Leclerc, je choisis Russell, parce que plus fiable, parce que moins d'erreurs. Voilà, et alors que Leclerc, beaucoup trop d'erreurs. Donc, il va peut-être pas rester toute sa carrière chez Ferrari, du côté de Charles Leclerc. Donc oui, ça serait bien de montrer qu'on sait faire également du pilotage de qualité sans faire trop d'erreurs. On regarde tout de suite les différents classements. Je commence avec le classement pilote. Max Verstappen, 119 points. Il est en tête de ce classement avec 14 points d'avance sur Sergio Perez. On retrouve ensuite Fernando Alonso, bien installé à la 3e place avec 19 points d'avance sur Lewis Hamilton. On retrouve ensuite Carlos Sainz, George Russell qui récupère un petit peu de points. George Russell notamment sur son équipier. Non, il n'a plus que 16 points de retard. On retrouve ensuite Charles Leclerc, Lance Stroll, Lando Norris. Pierre Gasly fait son entrée à la 10e place du championnat du monde. Esteban Ocon, lui, est 12e. Et puis, parmi les pilotes un petit peu en difficulté, donc Magnussen a marqué son 2e point, Alexander Albon a 1 point, et Logan Sargent et Nick De Vries ont toujours 0 point de marqué. Du côté du classement constructeur, eh bien pour le moment, c'est Red Bull qui est largement en tête avec 224 points, c'est-à-dire plus du double de points d'Aston Martin. Il y a déjà 122 points d'avance pour Red Bull. Mercedes est 3e avec 6 petits points de retard sur Aston Martin. Ferrari est 4e avec 78 points. Ensuite, on a 2 équipes
qui ont 14 points, c'est McLaren et Alpine qui sont 5 et 6 à égalité. Puis As 7e avec 8 points, Alfa Romeo 6 points, AlphaTauri seulement 9e avec 2 points, et puis Williams Mercedes avec un petit point de marqué. Nous, on se retrouve pour le prochain Grand Prix. Ça sera dans 2 semaines. Ça sera du côté du circuit d'Imola. Ça sera le 21 mai. Puis on enchaînera 3 courses, 3 Grands Prix en 3 semaines. Imola, Monaco, Barcelone, 21, 28 mai et 4 juin sur la suite de la saison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. En sport mécanique, notamment, il y a la présentation du Grand Prix de France MotoGP ou encore du cyclisme avec le Giro. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.